Bienvenue à toutes et à tous et merci de préférer l'actualité sur Eden TV. Au sommet, les zones humides pour un développement urbain durable, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale des zones humides ce vendredi 2 février 2018. En attendant les manifestations officielles, nous essayerons de comprendre la place des écosystèmes que constituent les zones humides. À suivre, la Fédération des syndicats du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui sort bien évidemment de son silence. Et ceci pour cause, bien évidemment, et pour cause, le moratoire accordé aux autorités depuis le 12 décembre n'aura servi à rien. Sur le continent africain, maintenant, Dakar accueille à partir de jeudi la 3e conférence de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation PME à laquelle se joindront vendredi, donc ce jour, plusieurs chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron, parrain de cette réunion avec son homologue sénégalais Macky Sall. Bienvenue à nouveau et merci de nous rejoindre. La communauté internationale, je vous en parlais au sommet, célèbre ce vendredi 2 février la journée de préservation des zones humides. Le thème choisi pour cette 18e édition est, je cite, « Des zones humides pour un développement urbain durable ». Fin de citation. Au Bénin, les manifestations officielles se déroulent en ce moment à Semek-Bodji. Daouda Aliou, ingénieur à la direction des pêches, et Maximin Djondo, écologiste à la direction bien évidemment de BIS ONG, nous parlent de l'historique de cette célébration. Ils expliquent également le sens que revêt le thème retenu cette année. Ce sont bien évidemment des propos recueillis par Corneille Aïssé, Fréjus Fiossi et Damien Pedro. Les zones humides sous pression anthropique à Cotonou, capitale économique du Bénin. Ville côtière, elle est constituée à 60% de ce type d'écosystème caractérisé par la présence temporaire ou permanente d'eau. Les zones humides permettent de garder l'eau. D'accord? Les zones humides permettent de purifier l'eau. Les zones humides permettent d'alimenter la nappe phréatique. Les zones humides contribuent à réguler le cycle hydrologique de l'eau. Malgré ses fonctions protectrices de l'environnement, les zones humides dans le Grand Nokoué, surtout à Cotonou, sont exposées à la pression humaine. Pollués, dégradés, occupés anarchiquement, ces milieux réceptacles d'eau naturelle perdent progressivement leur fonction écologique. Lorsqu'on voulait faire la conférence de la francophonie ici, on a fait des aménagements dans la ville. Et vers le centre international de conférence, on avait une zone humide qu'on a aménagée, la mare au canard. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cette mare est devenue? On a tout bouché pour ériger des maisons à étages. Ok? Ça, c'est un. Deux, il y a toutes les zones marécageuses qui sont autour de Cotonou. Vous prenez la cité Ouéro. C'est une zone marécageuse par excellence, où vous avez des tifas, qui est une plante spécifique aux zones humides. Mais lorsqu'on a voulu faire l'extension du port, on a pompé le sable, d'accord, pour creuser, pour aménager là où les bateaux vont accoster. Lorsqu'on a pompé ce sable, on est allé déverser ça à Ouéro. On a bouché la zone humide. Cette dégradation avancée des zones humides dans la plus grande ville du Bénin serait liée au mauvais plan d'aménagement et d'urbanisation. Nos tests, par exemple, disent qu'il est interdit d'occuper les berges sur 25 mètres. Mais regardez tout le long de Dantokpa, tout le long de Zogo, tout le long du lac Nokoué, de la lagune de Porto-Novo, de la lagune de Cotonou et autres, les berges sont occupées. Qui tient compte de ça? La structure qui fait le recasement, le lotissement, même va installer les gens dans les zones marécageuses. C'est que nous avons des tests, mais que nous ne respectons pas. Le Bénin est signataire de la Convention de Ramsar, Convention sur la protection des zones humides depuis janvier 2000, doit améliorer sa politique de préservation et de valorisation de ces écosystèmes, sources de développement durable. Dans un tout autre chapitre maintenant, le Centre culturel chinois a organisé ce jeudi le festival du Nouvel An chinois. Les manifestations de ce festival en prélude à l'année du chien ont commencé le 16 février prochain et conformément au calendrier lunaire qui
ont été marqués par les danses du dragon et la danse du lion avec les tableaux de la troupe artistique de la province de Guizhou. Une soirée riche en animation culturelle, en présence de certains ambassadeurs et du directeur du cabinet du ministre du Tourisme et de la Culture, bien évidemment, et de beaucoup d'autres cadres. Suivez à présent quelques propos des personnalités présentes à ce rendez-vous. Le spectacle de cette cérémonie de lancement est un exemple de démonstration et de partage de nos valeurs culturelles. La compréhension réciproque de culture, naturellement, contribue au renforcement de l'amitié qui déjà existait depuis des décennies. 2000 événements culturels s'organisent chaque année dans le cadre du festival du Nouvel An chinois dans plus de 400 villes à 4 coins du monde. Plus de 140 pays, y compris le Bénin, accueillent le festival du Nouvel An chinois. 120 millions de populations du monde entier célèbrent en commun avec le peuple chinois la fête du printemps au cours du festival du Nouvel An chinois. Je voudrais ici dire mes sincères félicitations à l'ambassade de la République de Chine près le Bénin et au Centre culturel chinois au Bénin pour les éditions successives réussies du festival du Nouvel An chinois au Bénin. Le peuple béninois, plus qu'un peuple ami et un peuple frère du peuple chinois. Le festival du Nouvel An chinois est une composante des manifestations culturelles de grandes envergures qui intéressent le grand public béninois. Mon département ministériel y attache une grande importance. Chers compatriotes, pendant que nous fêtons avec le peuple chinois le Nouvel An chinois, je nous invite tous à l'observance du savoir-faire et à l'apprentissage de la valorisation de la chose culturelle de notre pays. Très bonne fête donc à toute la communauté chinoise présente au Bénin. Et nous changeons à nouveau de registre. Sit-in annoncé au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La Fédération des syndicats du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avait décidé de surseoir au mouvement de grève depuis le 12 décembre 2017, ça vous le savez, et ceci dans le but d'accorder un moratoire aux autorités pour la satisfaction de leurs revendications. Mais depuis ce 12 décembre dernier, eh bien, aucune suite n'a été donnée à leurs revendications. Pour ce faire, ils annoncent, ces syndicats bien évidemment, annoncent pour le lundi prochain un sit-in dans l'enceinte de leur ministère. Suivez ici un extrait de leur porte-parole du nom de Anissé Semevo Saint-Dion. À cette date, nous avions analysé le niveau de satisfaction de nos revendications et nous avons constaté que nous étions aux environs de 35% de satisfaction. Ce qui veut dire qu'au fait, les revendications dans leur ensemble n'ont pas été satisfaits comme cela se doit. L'affectation, qui était donc le premier problème qu'on a posé, a été fait et encore donc environ 44 agents qui n'ont pas été positionnés en dehors donc, des administratifs qui ne sont pas encore affectés. Nous avons prévu donc un sit-in pour le lundi 5 février prochain. Et ce serait vraiment un sit-in extraordinaire parce que les travailleurs sont vraiment sortis donc de leur groupe parce qu'il y avait une résolution, c'est-à-dire un relevé des conclusions des négociations entre administration et partenaires sociaux. Et nous avons un relevé qui existe et qui définit donc les forfaits à payer dans le cadre de ces arrêts de carburant. Ici, donc l'autorité, donc la première autorité du ministère vient dire, même si c'est une blague, nous devons prendre ça au sérieux. Vient dire que nous ne devions pas réclamer alors que c'est lui-même qui avait envoyé donc des gens à nous rencontrer pour faire une réunion. Et à l'issue de la réunion, nous avons retenu des choses que lui vient maintenant remettre en cause. On se dit vraiment qu'il y a un problème. Il faudrait alors que nous lui disions que nous ne sommes pas d'accord. Et le seul moyen pour le dire chez nous, ce n'est que donc de nous manifester publiquement devant donc, le ministère. Le sit-in, c'est prévu donc juste pour pouvoir vraiment exprimer notre mécontentement. Et à l'issue donc de sit-in, il y aura une assemblée générale. Non, c'est l'assemblée générale qui va décider donc de la suite donc, du mouvement. Toujours est-il que si
Rien n'est fait parce que c'était dit que si on fera donc, les mouvements jusqu'à satisfaire de leurs revendications. Donc si rien n'est fait, si aucune résolution concrète n'est prise pour nous rassurer dans les travailleurs, je pense que la lutte est appelée donc, à durer dans le temps. Une rencontre thématique s'est tenue ce jeudi 1er février dans un hôtel de Cotonou en présence des maires des communes du Bénin et les acteurs de la décentralisation en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones AIMF. L'objectif est de présenter aux partenaires bien évidemment stratégiques, les partenaires stratégiques que l'Association nationale des communes du Bénin ANC a mis en place au profit de la décentralisation et d'évoquer aussi le partenariat stratégique AIMF Union européenne. C'est un reportage signé de Aristide Setti, Fiacre Voitan. Développement des territoires et complémentarité, c'est la thématique qui a réuni les maires des communes du Bénin et leurs homologues de l'Association internationale des maires francophones à Cotonou. Une thématique qui répond à l'exigence d'adaptation aux grands défis et enjeux du développement local. Dans son allocution, Luc Atrokbo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, demande à ses homologues et tous les acteurs de la décentralisation d'activer les leviers de la synergie pour apporter une bonne réponse à cette problématique. Il revient sur les objectifs de cette rencontre. Cette matinée d'échange sera l'occasion d'illustrer combien cette vision s'harmonise parfaitement avec la démarche de plaidoyer. En effet, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'AIMF qui s'est tenue du 4 au 7 novembre 2014 à Kinshasa, les maires ont souhaité que l'AIMF intervienne pour l'amélioration de la prise en compte des autorités locales dans les processus de décision nationaux et mondiaux. Un accord cadre de partenariat stratégique AIMF Union européenne a été conclu le 28 janvier 2015 entre la présidente de l'AIMF, Mme Anne Hidalgo, et le commissaire européen au développement. Cette rencontre thématique entre dans le cadre du projet d'appui aux associations nationales et locales des collectivités locales du Bénin. Un projet qui vise à opérationnaliser cette stratégie en renforçant la capacité de plaidoyer, d'appui conseil aux communes et d'opérateurs de projets de la fêtière nationale. Le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, Pierre Baillet, souligne que la nouvelle gouvernance locale nécessite l'implication de toutes les couches sociales, notamment les parlementaires et les journalistes. Je pense aux parlementaires, mais aussi aux journalistes, à vous-même. Sans oublier la société civile, les élus locaux, qui doivent inventer ensemble une nouvelle gouvernance pour que les citoyens se sentent concernés. L'AIMF a plusieurs programmes cofinancés par l'Union européenne sur le renforcement des réseaux nationaux de villes, ici d'abord, mais aussi à Djibouti et en Guinée. Pour Barnabé Dassigli, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, la décentralisation au Bénin est irréversible et constitue une préoccupation majeure du gouvernement du président Patrice Talon. Le développement des territoires constitue une préoccupation essentielle du gouvernement du président Patrice Talon, qui travaille à renforcer l'impact des politiques publiques en cette matière et à mobiliser les acteurs locaux ainsi que les potentiels de leurs différents territoires pour faire face aux défis futurs. L'ANCB, les partenariats stratégiques au profit de la décentralisation et le partenariat stratégique AIMF-UE en appui à la décentralisation dans l'espace francophone sont les deux communications qui ont meublé cette rencontre de l'ANCB et l'AIMF. Toujours en page Nation, visite du ministre des Infrastructures et des Transports, Sir Coty, sur les chantiers des routes et infrastructures en cours de réalisation ce jeudi 1er février 2018, accompagné du directeur des infrastructures et des travaux Jacques Ayadi. La délégation est allée s'enquérir de l'évolution des travaux du projet de construction de la route des pêches d'une longueur de 43 km. La délégation s'est ensuite rendue sur d'autres sites dans la commune d'Abomey-Calavi où le ministre a donné des instructions fermes aux promoteurs pour accélérer les différents travaux en cours.
Ce journal se poursuit et nous nous ouvrons maintenant sur le continent africain. Dakar accueille, je vous en parlais au sommaire, Dakar accueille à partir de jeudi la 3e conférence de reconstitution des fonds de partenariat mondial pour l'éducation PME, à laquelle se joindront ce jour, vendredi, plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Macky Sall. Des dirigeants d'agences de l'ONU ainsi que la chanteuse Rihanna, engagée dans la promotion de l'éducation, sont également annoncés à cette conférence destinée à réduire le nombre d'enfants non scolarisés, estimé à 264 millions. La conférence, bien évidemment, vise à récolter plus de 3 millions, bien évidemment, de dollars sur la période de 2018 à 2020 pour permettre au partenariat, bien évidemment, de fournir 2 milliards de dollars par an aux pays en développement, bénéficiaires actuellement du nombre de 65 qui pourront, bien évidemment, évoluer jusqu'à 89. Restons encore sur le continent africain, plus précisément au Malawi, pour dire qu'au Malawi, l'UNICEF a lancé une opération pour aider les communautés à contenir le choléra qui s'est déclaré dans ce pays pendant la saison pluvieuse il y a de cela 2 mois. L'organisme utilise pour ce fait des drones pour cartographier les zones densement peuplées et collecter aussi des données qui peuvent être utilisées pour identifier les points à risque potentiels de transmission et sensibiliser aussi la population malawite sur l'épidémie de choléra. En voici quelques précisions, bien évidemment, du directeur associé des données et analyses et du coordonnateur de l'enquête des maladies intégrées au Malawi. Ce projet que nous examinons aujourd'hui, l'utilisation de drones pour aider à cartographier le village, puis se réunir avec le village pour examiner cette carte et voir quels sont les problèmes qui existent, ce que nous pouvons régler et ce que nous pouvons faire maintenant est très important et c'est cette combinaison de technologie et de mobilisation communautaire qui est vraiment importante. Ce que j'ai vu ici, c'est quelque chose qui nous permettra de faire face à cette terrible épidémie de choléra et à d'autres urgences dans les différents domaines qui nous touchent. Les changements climatiques entraînent de plus en plus de situations d'urgence, de sécheresse et d'inondations liées au climat. Et ce type de technologie peut être utilisé non seulement pour lutter contre le choléra, mais aussi pour faire face à cette situation et à toutes sortes d'urgences. À Lilongwe, l'épidémie a été confirmée le 2 janvier 2018. Au total, nous avons 49 cas. Sur ces 49 cas, 17 sont des cas confirmés de choléra. Restons sur le continent africain encore une fois. Un dernier point maintenant avant de mettre un terme définitivement à ce journal. Du tourisme pour conclure. Les guides de voyage et les promoteurs de tourisme au Maroc n'en parlent jamais. Et pourtant, le tourisme du cannabis attire chaque année des milliers de visiteurs amateurs du kiff. Reportage. Ces champs de cannabis dans la région marocaine de Ketama sont illégaux. Mais ils font partie du patrimoine local et la consommation de hashish est largement tolérée par les autorités. De quoi attirer les touristes venus du monde entier. C'est la 3e fois consécutive que je viens ici à Ketama. Je discute avec les fermiers et les gens en général des propriétés médicinales du cannabis. Dans les années 1960 et 1970, Ketama était très prisé des hippies. Mais peu à peu, la destination a commencé à traîner une réputation de zone de non-droit. Alors les visiteurs se sont tournés vers d'autres régions du pays. La majeure partie des touristes qui viennent ici, c'est toujours le sud. Le sud, parfois du côté de Chefchaouen, par exemple, Moyenne Place, etc. Mais ici, c'est très rare. À une centaine de kilomètres, la ville de Chefchaouen est une destination touristique phare, tant pour sa beauté que pour ses plantations. Mais ici aussi, les temps sont durs depuis que d'autres régions ont flairé le filon. Avant, la région était très dynamique au niveau touristique et économique. Les étrangers, tout comme les Marocains, venaient acheter ce produit. Mais nous avons connu une récession car d'autres régions ont commencé à cultiver le cannabis. Chefchaouen table maintenant sur un tourisme plus traditionnel, attiré plus par le bleu de ses ruelles que par les champs verdoyants qui l'entourent. Et ce sera donc tout
pour ce point de l'actualité sur Eden TV. N'oubliez surtout pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différentes pages Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Bon appétit et à très vite.